En direct du manoir de Beauharnois, voici votre animateur, Marc-Antoine Monpetit. Donnez-moi le maximum d'énergie parce qu'on recommence en force. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour mon invité, Laurent Paquin! Salut Laurent, salut. Assis-toi, prends place. Yes! Laurent? Tu m'as amené des avoines croquantes. Oui. Mais là, Laurent, tu m'as dit tu t'en venais. De un, tu savais pas, tu t'en venais où? Non, c'est la première fois que je viens ici. Pour vrai, c'est beau en Simonac. Oui, on peut donner une main d'applaudissement au manoir à Beauharnois. Ça a l'air que c'est tout neuf, là. Ça vient d'être rénové, là, la place. En fait, c'est vieux, mais c'est neuf. Oui, c'est du beau vieux nœud. Du beau vieux nœud. Du vieux nœud, c'est beau. Ouais. C'est mon vieux préféré, ça. Ouais. Le vieux nœud. Mais là, puis en plus, tu t'es envenu, tu as dit, hey, j'étais avec Maud Landry. Toi, tu pensais Ouais. que tu t'en venais, tu faisais un podcast, vous étiez deux. Là, t'es. Ah oui, moi, je venais à cause d'elle. Et là, je suis bien déçu. Non, j'avais pas compris que vous en faisiez deux le même soir. Voilà. Ouais. Ben C'est écoute. pas grave, on va passer du bon temps, là. On a des avoines croquantes. Ben ça, Laurent, c'est un nom commanditaire depuis maintenant 10 ans. On peut applaudir avant une croquante, s'il vous plaît. Ben oui! Hot Meal, c'est une plus grosse clap. J'ai pas remercié mes vrais commanditaires encore. J'ai remercié Avoine Croquante en partant. C'est parce qu'il y a un défi, il faut que j'en mange pendant l'entrevue. Non. Hey, ça, ben, pour la vieille histoire, c'était quand j'étudiais à l'école, on m'avait dit faut que tu écrives tes questions sur un carton, si tu as un carton à voir, puis j'étais trop pauvre, j'avais pas de carton. J'ai fouillé dans le recyclage. Avoine Croquante, mesdames, messieurs, qui me sert encore depuis 10 ans. Laurent, on va te plonger directement dans l'ambiance de Pas de temps à perdre. On va aller voir la première photo, Laurent. Oui, on va parler un peu de ta jeunesse. De ma jeunesse, oui. Ah, Simonac. Ouais, secondaire 3. Hein? Il est beau bonhomme, hein? Oui, mais j'ai pas entendu de sifflement. Je me serais attendu Non, peut-être à ça. j'ai pas de sifflement. Je me serais peut-être attendu. Ça, c'est un peu l'époque tu avais auditionné pour Juste pour eux, même à cette époque-là. Ben, ou à peu près, là. C'est-tu à cette... Non, j'étais un petit peu plus vieux que ça quand même quand j'ai auditionné. Par les cheveux, je peux te dire que j'étais un petit peu plus... J'avais les cheveux longs quand j'ai auditionné à Juste pour rire. Je faisais un personnage de drogué qui avait découvert Jésus avec deux de mes chums. On faisait un trio. Puis on avait auditionné. Puis ça avait été vraiment bien, pour vrai. J'avais 16 ans à cette époque-là. Ça avait été vraiment bien. Mais c'était l'année où Stéphane Rousseau s'est présenté et il avait gagné les auditions Juste pour rire cette année-là. Fait que, au moins, j'ai perdu contre Stéphane Rousseau. C'est pas déshonorant. Ben, Il y a pire, quand même pas. T'as-tu fini deuxième, au moins? Ah, ils disent pas ça, ils disent pas. Mais pour vrai, hey, on jouait dans un bar, puis à l'époque, les gens n'avaient pas 1000 places pour roder puis de s'améliorer. Fait que il y avait genre 25 numéros d'humour, puis sur les 25, il y en a à peu près 20 qui étaient mauvais. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est le public qui écoutait pas, qui parlait pendant les numéros. Le numéro commençait... Si c'était pas drôle, les gens se mettaient à jaser entre eux autres. C'était dégueulasse. Nous autres, on était dans les loges, puis les gens revenaient de leur numéro, puis ils étaient tous de même, puis ils disaient « Hostie, le monde n'écoute pas. Ah non, là, c'est tough. Ils parlent, ils n'écoutent pas. » J'étais avec mes deux chums, on faisait un trio, puis là, on se disait « OK, là, il faut faire notre show, même si le monde n'écoute pas, comme si on jouait au Saint-Denis. » Puis finalement, après 2 jokes, les gens avaient arrêté de parler, ils ont écouté le numéro, ils ont ri tout le long, puis là, on a fait « Ah, c'est pas le public qui est mauvais, c'est les humoristes qui l'étaient. » Les gens qui blâment le public, là, méfiez-vous de ces gens-là. Ça, c'est ça à l'époque aussi que tu animais des concours de lip-sync? Ah non, les concours de lip-sync, c'était quand j'étais au secondaire. Oui, c'était un peu dans cette époque-là. C'est juste qu'à l'époque, c'est comme devenu très out, faire du lip-sync. Mais quand j'étais au secondaire, de dire, je vais apprendre une chorégraphie, on va monter ça, on va faire du lip-sync, c'était hot. On voit la réaction. Je vois que j'ai l'impression que je rejoins personne avec cette affirmation-là, mais c'est pas moi qui partais ces concours-là. C'est des gens qui disaient « Hey, on fait des concours de lip-sync! » Puis moi, je voulais animer ces shows-là, fait qu'on faisait des sketchs. Mes premiers sketchs, ça a été dans ces contextes-là. Puis justement, tu parlais que tu voulais faire... tu avais un trio, justement, avec tes 2 amis. Ouais. Tu peux-tu me conter aussi la fois, vous aviez fait un duo à l'extérieur juste pour rire?
Puis, ça avait quand même bien été, puis tu pensais qu'il y avait un gérant qui t'attendait à la sortie. Ah, c'est parce que quand tu es jeune, tu penses que les gérants viennent voir les shows dehors, puis que tu vas te faire découvrir un jour. Mais j'en ai fait pas mal des petites affaires à Juste pour rire. J'ai fait un duo aussi à la fin de mon cégep. Mais c'est plus des rêves. Je pensais pas vraiment que quelqu'un était là, mais dans ma tête, on jouait à Juste pour rire. C'était comme tu joues ta carrière, il y a un gérant, un producteur qui va te voir, puis là, si t'es bon, bien là, ça va décoller de même, mais évidemment, ça n'a pas décollé, il n'y a rien qui a décollé. On était des nobody, personne n'était là, il y avait à peine du public dehors, devant la scène, fait que... D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un coup d'épée dans l'eau. Mais il n'y avait pas quelqu'un de l'UDA? Moi, c'était plus ça que je voulais que tu racontes. Quelqu'un de l'UDA? Attends, je suis pas sûr de l'anecdote. Je connais plus de détails que moi sur mon anecdote? Mais tu as débarqué de scène, puis il y a quelqu'un qui s'est approché, puis vous pensiez que c'était un gérant, puis il a juste fait, il était venu collecter votre chèque parce qu'il était de l'UDA. Hey, écoute, c'est tellement loin. Hey, je le sais pas, mon vieux. Bonne question. Mais c'est correct. Je suis en train de me dire, soit ma mémoire est moins bonne que la tienne, soit tu te mélanges avec Sylvain Larocque. Ce qui est quand même possible. Ce qui est possible quand même, hein? Parce que vous faisiez un duo ensemble. Non, mais parce que Sylvain, j'ai reçu beaucoup de félicitations pour des numéros de Sylvain Larocque, moi. Les gens, trouvez-vous qu'on se ressemble? Il y a des gens qui trouvaient qu'on... En tout cas, plus jeune, écoute, quand quelqu'un me saluait sur la rue ou me félicitait, je n'étais jamais sûr si c'était moi qui félicitais ou Sylvain Larocque. Fait que les gens nous mélangeaient beaucoup. Tu prenais toutes les félicitations. Ben, je les prends toutes, ben oui. Ben, parce que s'arrêter puis dire, ben là, attendez, vous me remerciez pourquoi? Pour quel numéro? Qu'est-ce que vous avez vu? Puis là, les gens disaient, tu sais, ton numéro sur les noms de famille. Ah, fuck off. C'est pas moi, ça. Moi, j'avais un numéro sur les prénoms. Tu sais, c'est pour te dire, on faisait exprès pour que le monde nous mélange. Il y avait un numéro sur les noms de famille. Moi, j'avais un numéro sur les prénoms. Les deux, on était chauves, bedonnants, avec des favoris. Tu sais, on courait après le trouble. Ben vraiment, vraiment. Le reste, si tu le veux bien, on va jouer aux phrases hors contexte. Je te nomme une phrase. OK. Puis tu me racontes le contexte. Qu'est-ce que ça évoque? OK. Qu'est-ce que ça t'évoque? Et cette bonne saveur de fruits. Ça, c'est le jour où j'ai décidé que je n'auditionnerais plus pour faire des pubs à la TV. Parce que, tu sais, quand tu commences à faire de l'humour puis tu veux commencer à faire des rôles à la TV, tu acceptes de faire de la pub. J'ai fait des voix dans des pubs, puis des fois, c'était bien le fun, pour vrai. Comme le castor de Comme Belle. les castors, pour vrai, ça a été une belle expérience. Ça m'a fait gagner des sous, ça m'a fait... Tu sais, c'est beau, Combien? c'est hot, c'est prestigieux. Combien, je m'en rappelle pas. Mais son comptable s'en rappelle. Mon comptable s'en rappelle peut-être, mais je n'étais pas un porte-parole. Hein? On faisait vrai. des voix seulement. Tu sais, on était partout, mais c'était pas nous autres, c'était des castors. Fait que le poster, je ne recevais pas une scène pour ça. Là, les panneaux sur la route, je ne recevais pas d'argent pour ça. Moi, j'étais payé pour une voix off de doublage. Oh oui. Fait que c'est moins payant, mais j'ai quand même fait... C'était quand même Pour belle. vrai, dans une année, j'ai pu faire, je pense, 75 000 en faisant des voix de castor. Ce qui est quand même pas déshonorant, là, tu sais. Mais c'est pas ce que les gens pensent. Les gens pensent que tu deviens millionnaire parce que tu fais de la pub, mais non. Mais moi, 75 000, j'aurais l'impression d'être millionnaire, là, mais... Bref, non, ouais. Tout est relatif, hein, comme on dit. Mais, et cette bonne saveur de fruits, c'est que on m'avait approché pour faire une voix dans une pub. Je suis même pas sûr c'était quoi. C'était-tu des gâteaux vachons aux fruits ou des yogourts aux fruits? Je me rappelle pas en tout. Mais j'avais juste une phrase à dire, puis c'était « et cette bonne saveur de fruits ». Puis, j'étais chez nous après, puis je marchais de long en large, puis j'essayais de répéter la phrase pour me préparer pour l'audition. J'étais dans mon appartement, puis je disais « et cette bonne saveur de fruits ». Non. Et cette bonne saveur de fruits. Tu sais, puis là, à un moment donné, tu fais... Il n'y a pas de bonne façon de dire « et cette bonne saveur de fruits », parce qu'il n'y a personne qui dit ça dans la vie. Même si tu trouves que c'est bon puis que ça goûte les fruits, personne dit « et cette bonne saveur de fruits ». Fait que j'avais appelé mon gérant et j'avais dit « Hey, je n'irai pas à l'audition. » C'est une audition. Pour dire « et cette bonne saveur de fruits », déjà c'est insultant, que tu n'es même pas sûr d'avoir la job, que tu vas peut-être
ils te prendront pas parce qu'ils ont préféré une voix plus aiguë. Tu sais, c'était complètement absurde. Puis je commençais à être connu comme humoriste. Fait que je me dis, si les gens me connaissent, puis qu'ils me pognent en train de dire « mais cette bonne saveur de fruits », j'avais l'impression que j'allais être ridicule, que j'allais avoir régressé, puis que les gens allaient me dire « Mon Dieu, c'est donc bien loser, Laurent Paquin, qui dit « et cette bonne saveur de fruits ». Tu sais, si j'avais été au moins l'annonceur qui disait « Achetez les nouveaux gâteaux » ou les... Non, je faisais juste un client qui goûtait, puis c'était une voix, là, c'était pour la radio. C'était ridicule. Mais imagine, il aurait pu dire ça à Sylvain Larocque. Oui, effectivement. Fait que bon t'aurais point. pu faire le rôle. Bon point. T'as craché Hey, sur on m'a ce pris pour gens-là. Patrick Gros, moi, dans des voix. Il y a des gens qui trouvaient que ma voix... Oui, la voix de En veux-tu une froide? Il y a des gens qui pensaient que c'était moi, ça. C'est pas toi? Mais non, c'est pas moi. On y va avec le deuxième. Ah ouais, Tilou. Ah ouais, Tilou, ça, c'est mon père. Mon père, qui était mon coach au hockey, la phrase « Ah ouais, Tilou » est devenue plus connue parce que je l'ai mis dans un de mes numéros. Je racontais un lancer de punition que j'ai fait quand j'étais enfant. Je devais avoir 10-11 ans. Puis j'étais un bon petit joueur de hockey, puis je comptais des buts, tu sais, à l'époque. Puis mon père m'appelait Tilou, puis c'était mon coach. Puis j'avais fait un lancer de punition à l'époque. Puis le lancer de punition, j'avais compté un but, puis tu sais, bon. Puis mon père, quand il me voyait foncer au filet, il criait « Ah ouais, Tilou! » Puis mon père avait une voix... Tu sais, j'ai une voix qui porte, moi aussi, mais ma voix, je la tiens de mon père. Tu sais, lui, sa voix traversait l'aréna d'un bout à l'autre. Puis c'est ça, j'avais compté un but, puis il m'avait crié « C'est bon, Tilou! » Puis je racontais ça dans mon spectacle parce que quand j'avais compté mon but, il y a des gens il y a quelqu'un qui a pris une photo de moi qui revenait au banc des joueurs, les bras de même, avec... j'étais fier d'avoir compté mon but. Puis quand mon père est décédé... 10 ans après ça, là, mon père, on fouillait dans ses affaires pour faire le ménage, puis clairer ses papiers, puis savoir qui va hériter de... Puis genre, j'ai eu son gant de baseball, mon frère a eu 2-3 vestons, des cochonneries. Mon père avait rien. Mais il y avait une mallette. Mon père travaillait dans les banques, puis à tous les matins, il partait travailler avec sa mallette. Et dans le couvercle de la mallette, il y a toujours une petite pochette. Les gens mettent leur calculatrice là-dedans, ou je sais pas. Puis mon père, là-dedans, il y avait la photo. Fait que j'ai retrouvé cette photo-là, genre 10 ans après que j'ai compté ce but-là, tu sais. Puis c'était genre le lendemain ou le surlendemain de la mort de mon père, tu vois le genre. Fait que c'est pour ça, cette phrase-là, « Ah ouais, Tilou ». Puis le numéro finissait là-dessus, tu sais. Je regarde cette photo-là, puis j'ai l'impression que j'entends encore mon père qui me crie « Ah ouais, Tilou ». Puis là, le numéro finissait comme ça. En fait, je faisais crier le monde « Ah ouais, Tilou ». Fait que mon numéro finissait sur le public qui criait « Ah ouais, Tilou ». Merci beaucoup. Ils sont drillés. Très mon émouvant. public. Ils sont drillés. Vous avez répété, là. Ah ouais, on est en rodage, mais celle-là, on l'avait pratiqué fort, par exemple. Il y a une mise en scène, là. Ouais. On va y aller avec un autre. Vous avez le temps d'aller sniffer une ligne. Ah, mon Dieu. Oui, je pense que j'avais dit... Oui, hors contexte pas mal. Je ne sais pas si j'avais dit fumer un joint aux toilettes ou... c'est un gag que j'avais volé aux Cyniques, en plus, le groupe Les Cyniques. Il y en a peut-être, ça leur dit pas grand-chose, mais dans un vieux disque des Cyniques, ils s'en vont à l'entracte et tu as la voix, je pense, de Serge Grenier qui disait « Nous vous laissons le temps d'un court entracte de 15 minutes, le temps d'aller fumer un joint aux toilettes. » Puis les gens riaient, tu sais. C'est un gag. Mais moi, j'étais en secondaire 2. On faisait un spectacle devant l'école. Puis je faisais un numéro là-dedans qui avait beaucoup fait réagir. Puis, tu sais, je me sentais, tu sais, comme une star, là, tu sais, je quittais la scène avec des applaudissements écœurants. Puis là, je voulais retourner, tu sais. Le moment tête enflée, là, je l'ai eu en secondaire 2 pendant à peu près 25 minutes, là, tu sais. Puis, il y avait un micro en coulisses. Puis quand le show est fini, là, c'était l'heure de la récréation. Puis j'ai pogné le micro, puis j'ai dit, c'est le temps maintenant d'une récréation de 15 minutes, le temps d'aller fumer un joint aux toilettes. Puis là, tout le monde part à rire dans la salle. Puis la metteur en scène était vraiment fâchée. Puis elle avait raison, tu comprends? Elle est venue me voir après, puis elle m'a dit ça, là, ça se fait pas. C'était pas dans le show. Tu peux pas dire ça, puis décider, toi, que tu as le goût de faire une blague de même, qui n'est pas dans le spectacle. C'est une pièce de théâtre, là, tu sais. C'est une pièce de théâtre de pastorale, en plus, tu sais. Fait que ça... Tu sais, c'était pas... On jouait pas brou, là, tu sais. C'était une affaire sur les valeurs, des belles valeurs chrétiennes, là, tu sais. On était... Fait que, oui. Puis elle avait raison. Puis ça m'a fait, OK, calme tes nerfs, Paquin, là, tu sais,
Parce qu'à l'école, c'est facile, tu deviens une petite vedette parce que tu fais rire le monde. Là. Mais toi, dans le dos, tu étais fier. À un moment donné, pareil. reviens pied sur terre, Paquin. Ça a été mon moment tête enflée, moi. Tu étais fier à réécrire, tu devais faire. Tu étais le kingpin un peu. J'étais une petite vedette à l'école parce que tout le monde me connaissait. Quand on faisait des shows, on parlait des concours de lip-sync, ben c'était, mettons, le jour de l'Halloween, il y avait une journée d'activité. Les gens faisaient des shows, ils se faisaient des chorégraphies. Nous autres, on animait ça. C'était toute l'école qui voyait ça, tu sais. Fait que moi, j'étais... Mettons, là, c'est comme si, au niveau scolaire, j'étais Louis-José Hood. Tu comprends-tu? J'étais une star, mais dans ma polyvalente. Puis après ça, quand tu fais de l'humour ailleurs, tu réalises que c'est beaucoup moins facile. Mais à la polyvalente, ouais, j'étais une petite vedette. Ben, c'est pour ça que moi, je fais encore tous mes shows dans ma ville, parce qu'aussitôt où je sors, il n'y a personne qui me connaît. Ici, tu par applaudissement le monde qui me connaît. Ah ouais. Même pas 100% de la salle. Même moi, j'applaudis pas, hein? As-tu remarqué? Hey, le pire, c'est que Laurent, on a travaillé ensemble tantôt, j'y ai rappelé et il m'a dit « Ah! » Ouais, mais c'était au téléphone. On s'est parlé au téléphone. Ouais, mais moi, je m'en rappelais que c'était Laurent. Oui. Ben, bravo. T'as une bonne mémoire. On y va avec le dernier de ce jeu-là. Ça commence à être vrai. Ah, c'est drôle. Cette phrase-là, c'est que c'est devenu un running gag entre moi et mon chum Simon Boudreau. On montait un show ensemble. On a écrit une pièce de théâtre à sketch. On pourrait voir la photo. Oui, ça, tu vois, on faisait 2 bébés dans le ventre de leur mère. Le show avait pour thème la mort. Donc, c'était une quinzaine de sketchs sur le thème de la mort. Puis pour nous, c'était comme un peu pété de faire un show de même. On y croyait comme pas. Puis là, à mesure que ça avançait, puis que là, hop, le producteur embarquait, puis oh, on a une salle de spectacle. Oh, puis on va le faire au festival juste pour rire. Puis là, oh, on a une tournée, puis tu sais. Fait qu'à chaque fois que ça avançait, on se disait, oh, Caroline, ça commence à être vrai, là. Fait que c'est juste devenu notre running gag. Oh, ça commence à être vrai. Puis là, après ça, on était rendu à notre 50e représentation, puis avant de monter sur scène, on se regarde, puis on se dit, ça commence à être vrai, là. Fait que c'est juste ça. Mais tu vois, ça, c'est un beau petit numéro. On est là-dessus, on est 2 bébés dans le ventre de leur mère. Puis le concept, le lien avec le thème de la mort, c'est qu'il y en a un des deux qui était moi, qui pensait que la vie, c'était les 40 semaines dans le ventre. Puis il y avait quelque chose de philosophique un peu, parce qu'il parlait à l'autre, puis il disait « Hey, on est vieux, on a 40 semaines. » Puis là, je disais « On va mourir bientôt. Puis quand on meurt, on passe par un tunnel avec une lumière au bout. » Puis, fait que c'était un beau numéro. Vraiment, puis ça, ce show-là en entier, tu dis que c'est une quinzaine de numéros, c'est né d'un impro. En fait, oui, c'est le premier sketch qu'on a fait, c'était une impro qui avait été filmée. Puis on s'est dit, Christy, on va la mettre dans le show. Parce que c'était la mort qui sonnait chez quelqu'un, puis elle n'était pas sûre d'être à la bonne adresse. Puis là, il rentre, puis il disait « Louis Duval-Tanguay », puis ton heure a sonné. Puis je disais « Je ne suis pas Louis Duval-Tanguay, moi. Moi, je suis Louis Duval-Tremblay. » Fait que là, il fait « Oh, OK. OK. Louis Duval-Tremblay, ton heure a sonné. » Puis là, finalement, moi, je disais « Non, mais je pense pas que c'est moi. » Tu sais, puis il dit « Tu n'aurais pas dû te planter ce couteau dans le... » Oh, non, non, j'ai pas de... Ils attendent un peu. Fait que là, il fait un téléphone. Ouais, là, je suis chez Louis Duval, machin. Là, il n'y a pas de couteau, là, finalement. Fait que c'était toute une impro qui avait marché vraiment très, très fort. Puis on s'est dit, on va récupérer ça. Ça va faire un bon sketch, ça. Puis un autre impro, je pense, qui a marché fort. J'aimerais que tu m'expliques la prochaine photo d'impro. C'est dur de dire. Je ne suis pas sûr de ce que c'est, ça, cette photo-là. C'était la finale de la Coupe Charade qu'on avait remportée. Je ne me rappelle pas en quelle année c'était. Je pense que j'accouchais de Arnaud Soli. Mais je ne suis pas sûr si c'était un accouchement ou si c'est Arnaud qui a pensé qu'il était plus fort qu'il ne l'était en réalité et qui a pensé qu'il pouvait me soulever dans les airs. Mais tu vois, j'ai les culottes aux chevilles. D'après moi, j'accouchais. Ou je chiais Arnaud Soli. Je ne sais pas c'est quoi. Tu sais, l'impro, on en fait 1000 dans une année ou dans une vie, tu sais, mais on se rappelle de rien. Mais ça, c'est une belle finale, ça, parce que je me rappelle qu'on avait gagné.
Tu avais gagné ça. Ben, l'impro, pour toi, ça a été... L'impro, je ne sais pas si on l'a gagné, par exemple. Mais on a gagné le match, on avait gagné la Coupe Charade. Non, mais l'impro, ça a été vraiment une période importante de ta vie, même que des fois, t'en fais encore. Puis, c'était pas dans mes notes, mais il y a une fois que t'as déjà gagné le joueur de l'année, le meilleur comme compteur. J'ai été meilleur compteur 3 saisons. Puis j'ai eu le prix pour le joueur ayant montré les meilleures utilisations de la langue française, le trophée Antidote. Puis je l'ai gagné 3 fois aussi. Ben vraiment, ça vaut une place. Merci. Je suis mon propre animateur de foule en même temps. Mais puis il y a une fois qu'ils ont fait un repêchage puis tu n'avais pas été repêché. C'est bizarre un peu de... Ben oui, en fait, ça a été un choc à un moment donné pour moi. Mais tu sais, la LNI, de la façon que ça marche, les coachs choisissent avec qui ils veulent jouer. Ils ont pris des joueurs, puis moi, j'avais juste pas été pris. Puis ils se sont comme rendus compte à la fin, ils disaient « Oh, mon Dieu, il restait des joueurs. Oh, mon Dieu, Laurent. » Fait qu'ils m'ont appelé. « Hey, Laurent, t'es dans aucune équipe. » Fait que j'ai fait « OK. Ah, c'est super. » Mais c'est pas grave. Je suis retourné à la LNI. Je m'étais mis dans la liste des joueurs réservistes. Je dis l'année prochaine... C'est comme si McDavid était réserviste, que ça me semble, ça n'avait pas de sens. Ben... Tu peux dire oui. Mais je pense que la LNI, l'impro en général, il faut que tu aies une gang avec qui tu développes des liens forts. Parce que plus tu as des liens forts avec les gens, plus l'impro va être bonne. Moi, j'ai l'impression que j'étais peut-être un peu outsider. Tu sais, j'avais pas fait les écoles de théâtre avec les autres joueurs. Je jouais pas dans d'autres ligues avec eux autres. Tu sais, il y en a des gens... Tu sais, spontanément, tu prends tes amis, les gens avec qui tu sais que tu vas te triper. Fait que moi, j'étais un bon joueur, mais je n'étais pas tant que ça lié aux autres par nos expériences passées. Puis, on a fait l'école ensemble, on a joué à la Lime ensemble. Tu sais, il y a eu toutes sortes d'autres ligues d'impro. Fait que j'étais un petit peu un outsider. Mais, tu sais, quand ils ont manqué de joueurs, j'ai joué comme remplaçant. Puis là, ils m'ont invité à faire des matchs aussi, des petits matchs bénéfices pour la LNI, des matchs avec des anciens contre des joueurs actuels. Puis l'impro est toujours un peu là dans ma vie, tu sais. Ben, à soir, c'est un peu de l'impro, ce qu'on fait. Ben, la vie, c'est de l'impro. C'est ça qu'il faut se rendre compte. T'as raison. Sauf quand tu fais ton spectacle puis qu'il est tout écrit. Mais la vie est une impro. Mixte. Nombre de joueurs illimité. Catégorie libre. Durée toute ton existence. C'est bien dit. Tu pourrais remplacer Yvan Ponton. Ouais, peut-être. Hey, t'aurais dû faire ça à la place, mettons. Je suis pas pris, t'arrives, t'es l'arbitre, tu fais chier tout le monde. Je vous haïs toutes. Tu t'es bloques toutes. Laurent, on va jouer à vérité ou mensonge. OK. Fait que je te dis une phrase, puis tu me dis si c'est vrai. C'est vrai. T'as déjà prêté une chemise à Guy Nantel, car il avait fait un petit rond de pipi sur ses pantalons. Vérité! C'était une soirée d'humour dans une maison de la culture. Je pense que c'était à Waterloo. Puis juste avant d'aller sur scène, Guy va aux toilettes faire un petit pipi. Et peut-être trop pressé, il a remonté ses culottes trop vite et il y avait un petit rond mouillé sur son pantalon. Et puis là, il était bien embêté. Puis moi, j'avais une genre de surchemise. C'est les chemises que tu mets par-dessus un T-shirt. Qui était assez longue. Fait que j'y ai prêté ma surchemise pour cacher son tiron de pipi. À la radio, tu as déjà été payé 300 000 pour dire l'heure et la météo. Ouais. Ouais, dans le temps, les animateurs... Les animateurs de radio ont déjà été payés très, très cher. Moi, puis je ne suis pas le gars qui a été payé le plus cher. Là. C'est qui? Ça avait commencé à descendre. Non, mais des fois, il y en a qui c'était presque le million, là, tu sais, dans les années... Genre Norman Brathwaite. L'écuyer, Brathwaite, là, tu sais, les grosses années de la radio. Moi, je dois être un des derniers qui a été vraiment payé cher pour faire de la radio. Mais je faisais le morning show, j'avais un contrat avec C'est quoi, puis j'étais payé 300 000 par année. Sauf qu'à la fin... Il avait tellement changé l'émission, il rajoutait tellement de musique, puis finalement, à la fin, on n'avait plus jamais de moment pour parler. Fait que c'est pour ça que j'avais dit ça. Je fais juste dire l'heure, la météo, puis le titre des tunes. Puis ils me payent 300 000. Je dis, ils vont me crisser dehors éventuellement, parce qu'ils vont se rendre compte qu'une horloge à 300 000 par année, c'est cher. Puis c'est ça qui est arrivé à un moment donné. Ils m'ont dit, on aimerait bien te dire au revoir. Mais ça, c'est-tu la fois que tu l'as su dans le Sud? Oui, j'avais été... oui, écoute, ça, c'est les joies de la radio.
le monde de la radio, c'est un monde qui... Tu fais partie d'une grande famille jusqu'à temps qu'ils te calissent dehors. Puis que, 6 mois après. En se crissant pas mal de toi. Tu sais, c'est ça qui est arrivé. J'étais dans vacances. Puis c'était pas des vacances, en fait. J'étais dans le sud avec des gagnants d'un concours à C'est quoi? Et j'allais faire un show dans un resort à Punta Cana pour des gagnants de concours de C'est quoi? Et pendant que j'étais là-bas, on me disait, by the way, après le voyage, tu reviens pas. Au moins, ils m'ont payé un voyage. Mais Hey, merci à l'animateur dans le fond. C'était quand même un 3 étoiles et demi, puis je travaillais pareil, là, vu que je faisais un show là-bas, tu sais. Fait que, mais la radio, c'est ça. La radio, tu rentres à la radio parce qu'ils ont crissé quelqu'un dehors. Puis un jour, ils engagent quelqu'un et ils doivent crisser quelqu'un dehors. C'est ça, la radio. Puis c'est jamais fait élégamment. À peu près jamais. Il y a juste Paul Arcand qui a dit, moi, je décide quand je pars, puis vous arrangez avec ça. Mais en même temps, je ne me compare pas du tout à Paul Arcand. Paul Arcand, ça devait être dans le milieu. J'avais pas le même impact que Paul Arcand à la radio, sinon, il ne m'aurait pas crissé dehors. Ça devait être dans le million, lui, là, Paul. Ah, j'ai aucune idée. Ça, j'avoue, j'ai aucune idée. OK. Je pensais que Je n'ai pas les chiffres. J'aimerais ça. Mais il devait être payé cher. On y va avec un autre. Plus jeune, tu as été servant de messe. Oui. Et tu étais trop gêné pour quitter, alors tu es resté jusqu'à tes 20 ans. Non, pas 20 ans. Non. Non, c'est à moitié vrai. J'ai été servant de messe, puis j'ai commencé à servir la messe aussi niaiseux que ça, parce que pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus proche de faire un spectacle. Parce que j'étais sur une scène, devant un public. J'avais un costume, tu sais, une soutane avec le... Puis je donnais le calice, non, c'est le calice. Je donnais le ciboire au curé, le calice, le petit vin, les petites burettes, il mettait le vin là-dedans. C'est moi qui amenais. Puis quand tu étais un grand servant de messe, là, tu pouvais manipuler l'encensoir. Ça, là tu étais hot. Quand tu avais l'encensoir, tu étais un grand servant. Puis tu sais, l'espèce de patente avec une chaîne, là, puis tu faisais ça de même. Ouais. Fait que ça, j'ai fait ça. Puis je t'ai payé 25 cents, la messe. Tu as fait quoi avec tout cet argent-là? Écoute, j'ai investi dans Microsoft et je suis millionnaire maintenant. Mais non, j'ai pas arrêté à 20 ans, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais gêné. Le curé était très intimidant. C'était pas un méchant monsieur, mais c'était un vieux monsieur, vieille école. Lui, il faisait la messe à la vieille méthode. Tu sais, l'encens, il y en a plein qui n'avaient plus ça. Là, mais nous, c'était... moi, j'étais à genoux, puis quand le curé levait l'hostie, moi, je sonnais la cloche. La vieille façon de servir la messe. Fait que c'était un monsieur un peu sévère, un peu terne. La messe était bien, bien plate. Puis moi, j'étais gêné de quitter. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à chanter dans la chorale. Puis c'était comme plus facile de dire au curé, « Hey, je reste quand même à l'église, hein? » Je vais chanter dans la chorale, puis lui, ça l'avait fait chier pareil, mais au moins, je désertais pas l'église. Je chantais à la messe, à tous les dimanches. Même des fois la semaine aussi. Des fois, il y avait des chorales, même la semaine. Fait que j'ai beaucoup chanté, moi. Mais ça, c'est une de tes passions, le chant? Ben oui, une passion, oui. J'ai toujours aimé chanter. Mais ça aussi, c'était une autre affaire que ça se rapprochait de faire un show. Tu sais, d'une chorale à l'église, c'était une fois par année, mais je chantais, j'étais sur une scène, puis j'étais le seul qui chantait basse en plus. J'étais celui avec la voix la plus grave. Fait que moi, je connaissais toutes les tunes de Noël, mais la partition basse. Ça ressemblait à quoi? Ben, tu sais, mettons, la tune En ces lieux, durant la nuit, demeuraient des bergers. Moi, je faisais En ces lieux, durant la nuit, demeuraient des bergers. Tu te rappelles encore? Oui, fort, quand même. Oui, j'ai une bonne mémoire, surtout pour des affaires de même. Surtout des affaires qui ne servent jamais. Non, mais moi, j'ai aucune mémoire dans la vie en général, là. Les noms, les places, les lieux, les dates, les rendez-vous, j'ai aucune mémoire. J'ai fait un numéro là-dessus l'été passé à Comédia, puis c'était même pas exagéré. J'ai aucune mémoire. Ça a été quoi ton plus gros trouble de mémoire? Tu as fait que ça n'a aucun sens. Les affaires importantes, comme savoir ces textes, ça, je sais tout. J'ai de la mémoire pour des textes.
pour des tunes, pour des jingles de pub des années 80. Tu comprends? Je ne sais pas d'où ça vient, mais pour le reste, j'ai aucune mémoire. Mais moi, là, je vais jouer à mon show, je le connais sur le bout de mes doigts, je joue dans le dîner de con, j'étais le premier à savoir son texte, je savais le texte des autres, je peux souffler la réplique à quelqu'un s'il y a un blanc de mémoire sur scène, tu comprends? Mais dans la vie, puis je ne sais pas d'où ça vient. Si je vois deux personnes qui se ressemblent, puis que je les ai jamais vues ensemble, ça se peut que dans ma tête, c'est la même personne. Imagine si tu croises Sylvain Larocque. Tu penses que c'est un miroir. Je pense que c'est un miroir. Exactement. Mais c'était quoi la question de ça? C'était... Si t'étais servant. Ah oui, c'était ça? On est parti de là. Eh, tabarnak! Ça s'appelle chirer. On a chiré un peu. Mais c'est parfait. Le show s'appelle Pas de temps à perdre. Ça veut rien dire, pas de temps à perdre, mais c'est un peu ça aussi, le but. Laurent, on va parler de ta carrière musicale, mais avant, cela, je pouvais pas passer à côté. Vérité ou mensonge, parce que je pense qu'il va faire réagir le monde, puis je veux savoir la vraie vérité, là, pour vrai. T'es-tu déjà marié avec ta cousine? Oui. Cousine. Pourquoi? Hey, on est à Beauharnois, c'est là. Yes! Yes! Il est des nôtres! Il a marié sa cousine comme nous autres. Non, mais pour vrai, c'était ma cousine éloignée. Cousine de la fesse gauche, comme on dit. C'était la fille de la cousine de ma mère qui cherchait quelqu'un de la famille avec qui se marier pour les prêts et bourses. Fait qu'elle, elle habitait à Ottawa. Moi, j'étudiais à Jonquière. Ça faisait peut-être 10 ans que je ne l'avais pas vue. On s'est mariés et je ne l'ai plus jamais revue. Depuis. Mais t'es légalement marié. On s'est divorcés par courrier. J'ai rempli des papiers. On a été divorcés genre 1 an après. Mais oui, je me suis marié. Je devais avoir 19 ans pour les prêts et bourses en anglais à Brockville, en Ontario. Devant vraiment un curé, là? Non, c'était OK. le palais de justice. On ne s'est pas marié religieusement devant un juge, une juge. Puis il va amener vos parents. Ma mère était mon témoin, c'est pour te dire. Ma mère, c'est elle-même qui m'a dit « Ta cousine cherche quelqu'un pour se marier. » Puis moi, ça me rendait service aussi. Ça me permettait d'être indépendant, ce qui fait que j'avais plus de prêts et bourses que si j'étais considéré comme dépendant de mes parents. Tu sais. C'est une crosse, en fait, mais à l'époque, le calcul était bizarrement fait parce que mes parents n'étaient pas riches, mais je pense que mon père gagnait juste assez pour que j'aie droit à presque rien. Fait que pour aller vivre au Saguenay, puis me payer un logement, puis tout, les prêts et bourses que j'avais, c'était pas assez. Mes parents trouvaient ça difficile parce qu'il y avait déjà 2 autres enfants à qui fournir les prêts, bien pas les prêts, mais financer les études. Tu sais. Fait que on a crossé un peu le système, mais je considère que c'était de la C'est mieux le système que de te faire crosser par ta cousine. Voilà. Et on n'a pas consommé pour les gens qui se poseraient la question. On n'a pas consommé. Non, c'était ma prochaine question. Il n'y a pas eu... Après ça, mais il n'y a pas eu de nuit de noces. Non, il n'y a pas eu de nuit de noces. Je pense que je repartais chez nous après. Tu sais, écoute, c'est ridicule. Ça s'est passé en anglais en plus. Puis à l'époque, mon anglais était à chier. Puis, tu sais, quand tu écoutes un mariage en anglais, tu t'en fous, tu t'assois, tu fermes ta gueule, puis tu sais qu'à un moment donné, tu vas devoir dire « Yes, I do ». Puis c'est tout, là. Sauf qu'à un moment donné, moi, ce qui était le bout de drôle, c'est que la juge qui me parle, à un moment donné, elle dit « Repeat after me ». Fait que là, je savais que j'étais dans la marde parce que moi, je parlais, j'écoutais ce qu'elle me disait, il fallait que je répète. Mais tu sais, je répétais au son. Fait qu'elle me disait des affaires, puis moi, dans ma tête, je répondais, puis je me sentais comme quand j'étais petit, puis qu'on faisait semblant de parler en anglais. I run again, a sand around a fern, tu sais, puis là, elle me disait des phrases, je répétais, I promise that I run again, a sand around a fern, puis là, elle m'a dit your name, puis là, je dis your name. Fait que oui, c'est tout vrai, ça. Ah, wow, c'est bon, c'est bon. Une de mes grandes fiertés. Plus fier que d'avoir divorcé, j'imagine. Ça pas. Si j'avais pas divorcé, ça aurait été bien le bout de la merde. T'as-tu été obligé de raconter ça à ta conjointe? Est-ce que t'es marié, là? Je vois que t'as un alliance, ça? Quand je me suis marié avec ma blonde, ça faisait des années, ça faisait longtemps. Hey, on s'est mariés, je devais avoir 19 ans, à 20 ans, c'était déjà fini, là. On avait divorcé. Mais tu as-tu dit ou elle l'apprend là? Ah non, elle le sait, OK. elle le sait. Oui, elle le sait.
Mais Laurent, on a parlé de ta carrière musicale juste avant. On va aller écouter un premier extrait d'une chanson que tu as faite, puis que tu as pas mal mis sur la map. Papa et maman, c'est fini, ils ne dorment plus dans le même lit. Les deux disent qu'ils t'aiment quand même et qu'il n'y a pas de problème. Mais ta maman est lesbienne, 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 lesbienne. Asti de crise de tabarnak, asti de calice de vierge. Asti de crise de tabarnak, asti de calice de vierge. Asti de calvaire, asti de ciboire, calice de tabarnak, asti de crise... Je suis pas sûr que c'était prévu, ce bout-là, mais... T'avais la face de quelqu'un qui me disait « Oh, c'était pas supposé, ça! » J'avais préparé 2 extraits, mais là, OK. mais là, regarde, c'est un Ils se medley. sont enchaînés les deux. Ils se sont après. enchaînés les deux, Laurent. Le premier, il y a peut-être des gens que ça dit rien, ça, parce que c'est vieux, là, ça date de 98. Par applaudissement, ceux qui ont déjà vu ce numéro-là. Oui. Ah, OK. Mais honnêtement, moi, Laurent, pour vrai, quand moi, je pense à Laurent Paquin, je pense à lesbienne. Ben, puis t'as fait 1000 affaires, mais on dirait la première affaire que j'ai vue de toi, puis je pense que bien du monde dans la salle ici, c'est ça, puis on a fait comme Ouais, oh, wow! mais là, ça t'sais. se peut que ça soit pas la première chose que vous avez vue de moi, mais c'est la première chose qui a fait que vous vous êtes rappelé de moi. Parce que j'avais déjà fait Juste pour rire, j'avais fait des trucs à la TV, mais à l'époque, j'étais un stand-up comique comme beaucoup d'autres stand-up comiques. Je pense pas que je me démarquais tellement. Puis j'ai l'impression que ce numéro-là, c'est là que ça a commencé, que les gens ont commencé à se rappeler de qui j'étais. Parce que quand j'étais au début de ma carrière, j'avais un gérant qui me disait « Il faut qu'on te trouve quelque chose qui te distingue des autres. » Puis il me donnait l'exemple. Il dit « Tu sais, quand tu parles de Mario Jean, quelqu'un ne sait pas c'est qui Mario Jean, tu vas dire, ben, tu sais, Mario Jean, c'est celui qui fait le camelot, là, tu sais, hey, je t'ai apporté ton journal, tu sais, puis Jean-Michel, c'est facile, tu es Priscilla, tu sais, puis bon. Mais toi, on ne sait pas t'es qui. On ne sait pas comment te décrire. Puis là, je dis, ouais, mais Chris, je fais du stand-up, tu sais, fait que je ne le savais pas. Puis quand j'ai fait les chansons pour enfants, c'est devenu un peu mon trademark. C'est devenu l'affaire dont tout le monde se rappelait. Puis je le faisais dans les shows, je le faisais dans les bars. Puis quand j'ai fait un deuxième one-man show après, j'ai écrit d'autres chansons pour enfants parce que je me disais, si j'en fais pas, les gens vont me le dire. Puis finalement, à un moment donné, j'ai arrêté d'en faire, puis les gens sont capables de vivre sans ça. Mais au début, j'avais l'impression que si je faisais pas de chansons pour enfants, les gens allaient se plaindre. Mais c'est parce que ça m'a fait m'imprégner dans la tête du monde. Mais c'est-tu quelque chose, justement, tu as tassé en disant je veux pas juste être catégorisé comme celui qui fait des tunes pour enfants? C'est-tu quelque chose que tu ramèneras dans tes shows? Si j'avais une bonne idée de tune, je ne m'empêcherais pas de le faire. Mais j'en fais des tunes dans mon show, mais c'est toutes des tunes un peu niaiseuses. Mais s'il me venait des idées de tunes pour enfants que j'aimerais vraiment, là, je ne me gênerais pas pour le faire. Oui, je ne m'empêcherais pas. Puis la deuxième qu'on a entendue un peu en même temps, celle-là... Mon hit? Mais honnêtement, ça, c'est un hit, j'imagine. Il y avait beaucoup de Français de France que je voyais même dans les commentaires dire « C'est votre hymne national, ça n'a aucun sens ». Mais pour vrai, puis Laurent, je sais que tu as fait un TikTok par rapport à ça, que tu as dit « Oui, c'est moi qui ai fait la toune ». Mais ça, il y a plein de monde qui ne savent pas que c'est toi qui as fait cette toune-là. Oui, parce que la toune est devenue populaire, mais pas parce que j'ai fait un vidéoclip avec ça. Elle était disponible sur iTunes. Tu peux la télécharger, tu peux acheter l'album, mais... Les gens n'achètent plus d'albums tant que ça. Puis pour l'acheter sur iTunes, il faut que tu saches que ça existe. T'sais. Fait que la toune est devenue populaire parce qu'il y a des gens qui l'ont pris, qui l'ont mis sur une vidéo où on voit des images de tempêtes de neige, des chars ensevelis, du monde qui tombe sur le cul, des gens qui peltent, puis de la grosse rafale de vent avec de la poudre. Puis là, tout le monde... Puis là t'entends « Ah, c'est de crise de tabarnak, c'est de calice de vierge. » Fait que la toune est devenue super connue. Mais les gens ne savaient pas que c'était moi. Il y a des gens qui l'ont partagé dans mes amis Facebook, là, d'ailleurs. Puis je leur écrivais, « Savais-tu que c'est moi qui chantais ça? » « Hein? C'est toi qui chantais ça? » Fait que même mes amis ne savaient pas que c'était moi. Mais... Maintenant, vous le savez. Et je veux être payé. Hey, mais honnêtement, il y a tellement de views là-dessus, t'aurais peut-être pas fait autant qu'à radio, là, mais... Non, peut-être jamais. autant que Belle. Hey, peut-être. Peut-être. C'est de la belle argent, Laurent, là. C'est pas quelque chose auquel je pensais. Master, que tu m'en parles, je suis en tabarnak.
Mais l'inspiration, c'est des mots qu'on utilise tout le temps, mais pourquoi tu t'es dit, hey, je mets ça sur papier, puis avec une petite chorale Ça me aussi? faisait Là. rire. Moi, je suis fan de musique traditionnelle. Moi, là, un show de La Bottine ou un show des Charbonniers de l'Enfer. Vous connaissez les Charbonniers de l'Enfer? Pour moi, c'est un des meilleurs groupes québécois. C'est un de mes groupes préférés. C'était un de mes groupes préférés. Maintenant, ils font plus de musique ensemble. Je pense qu'il y a un des membres qui est décédé. Puis, en tout cas, mais les gars continuent de faire de la musique, mais c'est de la musique traditionnelle avec pas de musique. C'est-à-dire, c'est a cappella avec du tapage de pied, de la podorythmie. Puis moi, j'adore ça. Puis là, quand j'ai fait cette tune-là, dans ma tête, je faisais un peu comme une parodie des Charbonniers de l'Enfer. Donc, tout est a cappella. Puis ma voix dans la tune, je chante un peu à la manière de Michel Faubert. Les gens qui connaissent les Charbonniers vont voir peut-être une parenté entre ma voix quand je chante, je roule mes airs, comme Michel Faubert. C'est pas une imitation, là. Je pense pas que ça ressemble tant que ça, mais pour moi, c'était une évocation de Michel Faubert. La prochaine question ne sera pas posée par moi, elle va te poser par un de tes amis, Laurent. OK. On va aller voir la question. Salut, ici Stéphane Poirier, humoriste de la relève depuis plus de 20 ans, mais également auteur. Et je collabore souvent avec Laurent. D'ailleurs, au départ, ce fut un mariage forcé. C'est Juste pour rire qui a imposé ma présence sur l'équipe de création d'un gala animé par Laurent. Et voilà, c'était à l'époque de Gilbert Rozon, donc les trucs forcés. Voilà. Ceci étant dit, ce fut une rencontre très enrichissante parce que depuis ce temps-là, je collabore tellement souvent avec Laurent et c'est un honneur. J'ai réalisé que Laurent était plus qu'un collègue lors d'un spectacle de rodage de son présent one-man show. J'étais dans les coulisses, il était sur scène et au milieu du spectacle, je sentais qu'il n'était pas comme d'habitude. Et là, je me suis mis à m'inquiéter, même que j'ai embarqué sur scène, littéralement, au milieu du show. « Laurent, es-tu correct? Ça va? Veux-tu que j'appelle une ambulance, quelque chose? » Alors, à lui de décider s'il veut vous expliquer ce qui s'est passé. Mais moi, j'étais vraiment inquiet. Et c'est là que j'ai réalisé que Laurent, ce n'était pas qu'un collègue, mais un ami cher à qui je ne voulais que du bien. Et j'ai réalisé aussi que je paniquais des fois un peu pour rien. Mais voilà, je t'aime ma lutte. J'espère qu'on se voit bientôt. Ciao. Hey, merci, Steph. Hey, Steph, c'est un très bon chum. C'est un excellent auteur. Puis oui, c'est vrai que ça a été imposé. Il m'a été imposé parce qu'à l'époque, on écrivait des galas. J'avais toujours un auteur avec moi, mettons, qui travaillait. Puis on avait un auteur qui était fourni par Juste pour rire. Il y avait 2 auteurs qui donnaient un coup de main sur tous les galas. Donc, dépendamment de l'année, il y a eu Julien Tappe, il y a eu Pierre Fiola, il y a eu Stéphane Poirier, Christian Viau, tu sais. Et avec Stéphane, ça a vraiment cliqué. Puis par après, quand j'ai écrit dans des galas, lui, il ne travaillait plus à Juste pour rire, mais je lui avais dit, j'aimerais ça que tu t'écrives sur mes galas. Là, il écrit, donc depuis plusieurs années, il écrit avec moi mes numéros d'animation de galas Juste pour rire et Comédia. Et cette année encore, à Juste pour rire, il va être avec moi. Et puis, l'anecdote, en fait, c'est qu'il faisait ma première partie en rodage de mon show. Puis c'était à un moment où je prenais un médicament pour la perte de poids. Vous connaissez Ozempic? J'ai essayé quelque chose, c'était pas Ozempic, c'était la même molécule, mais au lieu de te piquer une fois par semaine, tu te piquais une fois par jour. Avec une petite dose, évidemment, ce n'est pas la même dose, mais à tous les jours. Puis au début, tu commences une petite dose, puis après ça, tu augmentes la dose. Puis dans les effets secondaires de ce médicament-là, il y a des nausées, entre autres. Il y a beaucoup d'autres effets secondaires possibles, mais il y avait des nausées. Nausées, c'est mal au cœur. Sauf que moi, sur scène, je me donne beaucoup. Je parle fort, je parle vite, puis je me donne, puis je suis crispé, puis je me donne vraiment. Puis il y a un show comme ça, on était, je me rappelle plus où, je pense que c'était à Waterloo, et... J'aime la swing que tu as pris quand tu as dit Waterloo. Waterloo, j'aime ça dire Waterloo. Waterloo. Puis, écoute, j'ai commencé à me sentir pas bien pendant le show. Puis, peux-tu me lever? Les caméras vont... Oui. Écoute, je suis sur scène, là, puis je parle aux gens, puis j'ai un tabouret côté court. Puis de temps en temps, dans le show, je m'assois, puis je parle au monde. Puis là, je sentais, je sais pas, je me sentais de même. Puis là, je me sentais faible, pas bien.
Puis là, je me suis assis sur mon tabouret. Puis là, j'essaie de me relever, puis je continue à parler. Puis à un moment donné, je me rassois sur mon tabouret, puis je dis au monde, « Hey, je pense que je me sens pas bien. Me donnez-vous 5 minutes? » Puis là, tout le monde, mes 2 techniciens, avant que je dise au monde, je me sens pas bien, j'ai eu un moment de silence où j'essayais de ne pas vomir, mais aussi, je ne savais pas que j'allais vomir, tu comprends? Oh, oui. Je me sentais juste, je vais tomber à terre. Puis là, j'étais sur scène, puis là, Stéphane, il est arrivé sur scène, il a dit, « T'es-tu correct? Veux-tu que j'appelle, veux-tu qu'on appelle? » Je ne sais pas s'il m'a parlé d'ambulance, mais il m'a dit, « Tu vas-tu correct? » Là, je dis, oui, le public était bien fin. Je dis, « Mais donnez-vous 5-10 minutes. » Puis là, je suis sorti de la scène, puis là, j'entendais le monde. T'entends tout le monde qui parle, tu sais. Puis, je suis descendu. Les loges étaient en bas, au sous-sol. Je suis descendu en bas. Je me suis rendu à ma loge et j'ai été vomir dans les toilettes de ma loge. Je suis resté 5 minutes dans ma loge, le temps de me composer une prestance. Je me suis envoyé de l'eau d'en face, je me suis rincé à la bouche, j'ai bu un peu d'eau, je suis remonté en haut, puis j'ai fini mon show comme si rien n'était arrivé, mais j'étais pas bien, là, j'étais mieux parce que j'avais vomi, mais j'étais sur scène, là, puis je me donnais, là. Les gens, là, ils auraient pu croire qu'il ne s'était rien passé parce que je ne voulais pas que ça paraisse. Puis j'ai dit au monde, j'aurais dit, j'essaye le médicament, ça s'appelle Saxenda, puis c'est comme le Ozempic, puis là, j'explique que les effets secondaires, il y a de la nausée. Je leur ai dit que j'étais allé dégueuler dans ma loge, là, tu sais, parce que je m'étais dit, sinon, ils vont s'imaginer n'importe quoi. La tache que j'ai ici, ils vont avoir, ouais, là, c'est ça, regarde, là, tu sais, toute l'épaule. Là. Non, j'étais pas sale. Mais quand j'étais sur scène, là, c'est niaiseux, les réflexes qu'on a, quand j'étais sur scène, au moment où j'ai fait « je peux plus continuer, il faut que je dise au monde, je suis pas bien, je vais devoir quitter », dans ma tête, je pensais juste les journaux. Demain, dans le journal, ça va dire « Laurent Paquin a eu un malaise sur scène », puis là, je me disais « fuck, ça me tente pas, asti, je veux pas ça », parce que je m'étais dit, les gens vont se demander après, on va-tu voir son show? Il est-tu malade? Il est-tu cardiaque? Si j'achète des billets pour son show dans 6 mois, il va-tu mourir dans 4 mois? Tu sais, puis là, je voyais ma tournée hypothéquée. Tu sais, tu penses à des affaires qu'on s'inquiète pour rien. Fait que c'est pour ça, quand je suis revenu, j'ai fait, il faut que j'explique au monde. C'est une nausée. J'ai été vomir. J'étais pas bien. Puis là, on a fini le show comme si de rien n'était et j'ai pu toucher à ce style de médicament-là. Depuis. Bon. J'aurais peut-être dû, là, j'aurais perdu du poids, là, mais bon. Mais je pense que, tu sais, ça fait preuve un peu pourquoi tu es encore là aujourd'hui. Puis, tu sais, on a vu des numéros, puis ça fait longtemps que tu fais de la scène. Il y en a bien qui auraient fait « Hey, fuck off, je fais le pas. » Non, mais puis qui seraient sûrement pas revenus. Non, mais tu sais, c'est parce qu'après, les gens, puis c'est normal. Puis quand je suis revenu, je niaisais avec le monde. Je disais, je vous ai fait peur, hein? Puis les gens faisaient « Ben oui, un peu quand même, tu sais. » Fait que, mais tu sais, quand Martin Matt a eu un malaise sur scène, lui, je pense qu'il a fait un épuisement professionnel. C'était dans le journal le lendemain matin. T'sais. Fait qu'un acteur qui fait une crise cardiaque ou qui a un AVC ou quelque chose, ça se ramasse dans le journal le lendemain matin. Puis je condamne pas ça, là, c'est normal. T'sais. Mais moi, dans ma tête, je pensais juste à ça. Pendant que j'étais en train de me demander si j'allais perdre connaissance, tout ce que je me disais, c'est « Ah, fuck, ça va être dans le journal demain. Ah, fuck, ça va se dire partout que j'ai eu un malaise, puis les gens vont penser que j'ai un malaise cardiaque, puis mon cœur marche. A1. Tu sais, j'ai passé des tests, mon cœur va vraiment bien, tu sais, mais j'avais des nausées. Ah oui, une petite clap pour le cœur à Laurent. Le cœur à Laurent qui était A1. Pour un gars de ma shape, me dire « Tu voudrais mon cœur. » Je te le dis. Laurent, je te donne 2 options. Oui. Puis tu me choisis. C'est ça ou ça un peu. Là, t'sais. Ton plus gros fou rire sur Histoire de filles. La scène de yoga avec Pascal Monpetit. Ou quand ton personnage demande à celui de Guy Jodoin de lui tenter un testicule. Le testicule, c'est qu'on a ri beaucoup en répétition. Parce que mon personnage de Laurier était bien gêné, puis il parlait de Jerry, il était bien inquiet, il dit « J'ai une bosse sur un testicule. J'aimerais ça que tu te montrer. » Puis tu peux. Fait que là, il y avait un comptoir dans la cuisine, dans l'Histoire de filles. Fait qu'on est derrière le comptoir, puis les deux, on baisse nos culottes. Puis là, en arrière du comptoir, évidemment, on voit rien. Fait que là on se tord de même. Puis là, je dis à Guy, touche ici. Puis là, il fait, ouais. Puis tu sais.
Puis il dit, attends, je sais pas, c'est peut-être normal. Il dit, attends, je vais baisser mes... Là, il a baissé ses culottes, lui aussi. Puis là, on était les deux de même. Ah, ouais, non. Ah, ouais. Fait que, tu sais, en répète, on était crampés de rire. Mais au moment de le tourner, on n'a pas eu de fou rire. On a été vraiment top. On s'est trouvé vraiment bon parce que c'était vraiment niaiseux, là, comme scène. Mais avec Pascal, mon petit, elle venait d'arriver dans la série. C'était un nouveau personnage. C'était une fille très peace, là, tu sais, granole au bout. Puis elle avait initié mon personnage au yoga. Puis là, j'arrivais dans le café, puis j'avais des genres de collants noirs, là, tu sais, des collants pour faire du yoga ou faire du ballet jazz ou ce que tu veux. Puis j'avais réalisé en coulisses que mes collants montaient je pouvais les monter jusqu'ici si je voulais. Puis là, je m'étais dit, c'est drôle, ça. Quand je vais rentrer, pendant que je vais parler aux autres, je vais remonter mes collants. C'est demain. Puis pendant que je vais parler, à la fin, mes collants vont être ici, puis je vais les faire décrocher, ils vont rire. Sauf que je n'ai pas été capable de faire la scène parce que moi, j'étais crampé. Fait que je montais mes culottes, puis je partais à rire, puis je n'étais pas capable. Écoute, ça a duré 20 minutes, je ne sais pas. Je recommençais la scène, je redécrochais. Puis là, Nathalie Mallette qui était là, qui pleurait, puis disait « Tu vas nous tuer, tu sais. Puis là, on recommence la scène. Puis là, au moment où j'ai réussi à dire ma réplique sans rire, là, c'était au tour de Guy Jodoin à parler, puis il a fait... je ne sais plus où on est rendu. Je sais pas. Je les avais tués, mais pas nécessairement dans le bon sens du terme, parce que, tu sais, quand ça fait 20 minutes que tu niaises sur une scène, puis tout le monde est crampé, puis tu ris, puis t'es pas... Là, à un moment donné, c'est épuisant, puis là, c'était à son tour de parler, puis il ne savait plus. Je sais plus. C'est quoi ma réplique? Je suis plus là. Mais ça, c'est un beau projet que tu as eu du fun. Puis tu dis même que quand vous avez fini, tu broyais quasiment à toutes les scènes. J'étais celui qui broyait le plus. Dans l'histoire de filles, à la fin, tu sais, c'est tous des acteurs. Ils ont travaillé, ils ont joué dans des pièces, ils ont joué dans des téléromans, ils ont fait des émissions de TV. Ils sont habitués, eux autres, à dire « Hey, c'était une belle histoire, une belle aventure, mais c'est fini. » Moi, c'était ma première fois que je jouais dans quelque chose. Puis j'ai joué pendant 5 ans avec du monde que je voyais 3 fois par semaine. On répétait 2 jours, on tournait le lundi, puis on passait la journée ensemble, puis ça sur 5 ans. Fait que moi, j'ai vu Nathalie Mallette, je ne l'ai pas vu accoucher, mais je l'ai vue enceinte. Je l'ai vue après l'accouchement. J'ai vu Catherine Lachance, enceinte, quitter l'émission, revenir après son accouchement. J'ai vu... Des gens malades, je les ai vus quand ils étaient heureux, quand ils étaient tristes. Tu sais, on se voyait toutes les semaines, 3 fois par semaine. C'était devenu mes humains préférés, à part ma famille, tu comprends? Fait que le jour où ça a fini, eux autres, ils sont habitués. On va repartir, on va faire d'autres projets avec d'autres familles. Mais moi, j'étais comme un orphelin là, qui perdait ses meilleurs amis. Écoute, on faisait le salut à la fin. On venait de finir le dernier épisode. On allait toujours en avant, saluer, dire merci au public qui était dans la salle, parce que c'était du vrai public. Hein? On parle de rire en canne des fois, mais c'était des vrais rires. C'était du vrai monde qui était là. Et moi, j'ai les yeux rouges. Je pleure comme une fillette. Ouais. On dirait que tu en reparles là, puis tu as les yeux dans l'eau. Bien, pour vrai, moi, ça m'a... mais je suis quelqu'un de très émotif. Je m'attache rapidement au monde. Quand j'ai quitté la gang de Chicago, on a joué dans la comédie musicale Chicago il y a de ça 20 ans. Hey, ça fait longtemps, en tabarouette, j'ai joué là-dedans. Là, je pense que j'ai l'affiche de Si vous avez l'occasion, allez voir ça. Je ne suis pas là-dedans, là, mais ça va être bon. Ça va être vraiment... c'est un très bon show. Mais bref, on a joué pendant tout un été à Montréal. On était à Paris ensemble. Ah, ben tu vois, la gang qui est là, on était à Paris pendant... j'ai joué à Paris pendant 2 mois et demi. Puis là, quand on quittait... Pour le dernier show, il y a des Québécois qui revenaient au Québec, puis il y en a d'autres qui restaient à Paris. Ils continuaient. Moi, il fallait que je revienne, parce que j'avais d'autres projets, puis on était une couple à revenir au Québec. Tout le monde pleurait. Ça, tu vois, dans cette gang-là, tout le monde pleurait. On jouait, on avait les yeux rouges, puis mon personnage, j'avais le moton tout le long. Les danseurs faisaient leur numéro de danse, puis aussitôt qu'ils s'en allaient en coulisses, ils se mouchaient, ils s'essuyaient les yeux, tout le monde braillait. Fait que il y a des deuils très gros, très, très forts, très puissants quand on finit des beaux projets de même. Ça a été quoi ton deuil d'un projet? Ton plus gros deuil? Ah, c'est probablement Histoire de filles. Mais ça aussi, en fait, c'est que je m'attache à du monde, moi. Moi, je suis quelqu'un qui aime fort. Quand j'aime quelqu'un,
je dirais même des fois que j'aime les gens plus fort qu'eux-mêmes. Je me suis habitué. Quelqu'un qui se reconnaît, c'est femmes qui aiment trop. C'est ça, je suis une femme qui aime trop. Je vais y aller avec un autre ça ou ça. Envoyer chier Ricardo dans Les Caprices de Laurent. Pourquoi tu me parles de Ricardo, esti? Je t'avais dit de ne pas me parler de Ricardo, calice. Ou envoyer chier Jean-Marc Parent dans un gala juste pour rire. Va chier, là, pas dans le sens de va chier, là, dans le sens de va chier, là. Je sais pas si je suis clair, là, Jean-Marc. En tout cas, va chier. Ah, ben, je dirais envoyer chier Jean-Marc Parent. Parce que ça, c'est un de mes très, très beaux souvenirs de scène. C'est une des premières fois que je faisais un numéro dans un gala, hommage à quelqu'un. Puis Jean-Marc, c'est quelqu'un qui m'aime et que j'aime. Tu sais, quelqu'un que tu le sais que si tu lui dis « va chier » sur scène, il ne se questionne pas une seule seconde à savoir « il m'envoie-tu chier pour vrai? Parce qu'on s'apprécie vraiment. Puis ça, c'est un de mes numéros dont je suis le plus fier dans mon histoire de Juste pour rire. Parce que c'est un numéro qui était mauditement bien écrit, qui était mauditement efficace, puis que c'est un numéro où on sentait vraiment toute l'admiration et l'amour que j'avais pour Jean-Marc Parent. Ça s'appelait « Va chier Jean-Marc » parce que tout le long du numéro, je l'envoyais chier parce que j'expliquais à quel point il faisait chier tout le monde en étant aussi bon, en vendant autant de billets. Puis, tu sais, il y avait son poster de show. C'était une chaise. C'était une chaise, hostie. Puis là, je disais, nous autres, on se fend le cul à faire des séances de photos interminables avec des maquilleurs puis des coiffeuses. Puis, bon, les coiffeuses, c'est pas toujours de l'argent bien investi, là, mais je dis, il y a des séances de photos interminables. Toi, c'est ton dernier poster. T'es même pas là! Puis, fait que, tu sais, tout le numéro, je l'envoyais chier. Puis, c'est un des plus beaux numéros que j'ai fait. Je trouve. Ben vraiment, puis ça avait fini avec un standing ovation. Sinon, envoyer chier Ricardo, tu peux faire ça dans des capsules humoristiques, mais tu peux le faire aussi dans la vie, tu sais. T'aurais-tu une raison de l'envoyer chier? Non. J'aurais aimé ça, Laurent, comme Ça me faisait juste rire que mon personnage dans Les Caprices de Laurent déteste Ricardo. Puis aussitôt qu'on nommait le nom de Ricardo, je faisais « Tabarnak, pas sur Ricardo, toi, esti. » Puis là, je le méprisais parce qu'il mettait ses initiales sur des spatules puis qu'il était millionnaire. Puis moi aussi, esti, je suis facile, je suis capable de mettre mes initiales sur des spatules. C'est juste que je me fais mettre dehors de chez Stoke à cause de ça, mais tu sais. On a parlé un peu de comédie musicale tantôt avec Chicago. On va aller voir, puis on a effleuré le sujet, on va aller voir la photo de Dîner de con. OK. Que t'es présentement. Ça, c'est le poster de la pièce, ouais. Ça, tu dis que t'aurais pensé à toi. Toi, tu joues le con, là, by the way, pour ceux qui ne savent pas. Tu dis que t'aurais pensé à toi pour jouer le con. Je pense vraiment que ce rôle-là, en quelque part, il a été écrit pour moi. Même si ça a été écrit à une époque où je n'étais pas acteur, j'étais à peine humoriste, je pense quand même que cette pièce-là c'est comme si elle était sur mesure pour moi. Je joue le personnage de François Pignon et je me mets dans ce personnage-là avec une facilité, un plaisir sans nom. Il y en a qui l'ont vu, vous l'avez vu? Hey, on a-tu du fun dans ce show-là? C'était cœur. Puis là, j'ai l'air de me vanter, mais je veux dire, j'ai pas tout le mérite. Tu sais, Normand D'Amour qui est là, on le voit dans le bas de l'écran. Normand fait le personnage de Pierre Brochant, qui est le rôle joué par Thierry Lhermitte dans le film. Mm-hmm. Et je te le dis, dès les premières lectures, avant même de répéter puis de savoir nos textes, là, on lisait le texte ensemble, on se regardait, puis on se disait, il se passe quelque chose entre lui et moi. Il se passe quelque chose. Il y a une dynamique de duo. L'épais, le straight man, le gars qui est à bout, puis l'autre qui ne comprend pas ce qui se passe. T'sais. Il y a de quoi d'extraordinaire. On avait des fous rires, puis on se regardait, puis on se disait que ça ne sera pas facile de ne pas rire. Tu sais, quand il me dit, je dis, c'était votre sœur au téléphone, tu sais. Puis il dit, j'ai pas de sœur. Vous n'avez pas de sœur? Non. J'ai demandé qui est à l'appareil. Elle a répondu, sa sœur. En tout cas, tu vois la scène où juste le blanc. Ah bon, il n'y a pas de prénom? Oui, je viens de vous le dire, ça s'appelle Juste. Votre prénom à vous, c'est François, c'est Juste? Bon, ben lui, c'est pareil, c'est Juste. Puis là, moi, je suis de même. Écoute, ben, je pense que je t'écoute et je fais. J'aurais fait le con, moi aussi, là. Pour vrai, non. C'est comme le rôle. C'est possiblement le rôle de ma vie.
OK, plus que la Duchesse. La Duchesse, ça dépend. C'est un autre thrill. C'est peut-être une des plus belles expériences professionnelles, la Duchesse. La Duchesse de Langeais, qui est un personnage dans l'œuvre de Michel Tremblay que j'avais joué dans Demain matin, Montréal matin. On me voit, moi, je suis la grosse madame en mauve, là. Je suis comme un croisement entre Grosse Douceur puis Nana Mouskouri. J'aurais dit, c'est comme la mère de mon autre Grenoble, moi. Ouais. Ah! Oui, il y a un petit peu de mon autre Grenoble là-dedans. Oui. Mais c'est que le dîner de con, je pense que on la joue depuis 3 ans, cette pièce-là. Puis je pense que tant que je ne serai pas écœuré, je pourrais jouer cette pièce-là longtemps. Vraiment, je pense vraiment, si j'ai du temps, que tous les comédiens sont encore willing de le faire, que Normand, ça y tente encore, moi, je vais la jouer jusqu'en 2035. C'est-tu le nouveau Brou, mettons? Je pense qu'on pourrait, mais il aurait fallu commencer, genre, il y a 30 ans. Mais la pièce, pour vrai, j'allais dire, c'est quasiment frustrant. On est complet partout, là. Partout où on joue, c'est complet. On vend plus de billets que mon show. Ça c'est frustrant. Ça, c'est frustrant. Je vends mieux quand c'est pas mes textes à moi. Ça, c'est très insultant. Mais non, mais pour vrai, c'est un succès, là, c'est un succès sans nom. C'est-à-dire qu'on est complet partout. La compagnie Monarque qui produit la pièce, pour eux, c'est leur plus gros succès. Le dîner de con, c'est un classique. Les gens viennent. Ceux qui ont vu le film viennent. Ceux qui n'ont jamais vu le film viennent. Il y a des Français qui viennent et qui disent, mon Dieu, c'est aussi bon que l'original. C'est vraiment un Christ de bon show. Ben vraiment, moi, j'applaudis ça. Puis, Merci. faudrait que j'aille le voir. Je pense que j'ai jamais été voir de pièce de théâtre. T'as jamais vu de pièce de théâtre? Jamais. Ben, je pense que c'est une bonne pièce pour quelqu'un qui veut s'initier au théâtre. Il y a des gens qui ont peur. Ah, le théâtre, je vais aimer ça. Des fois, c'est un guess. Il y a des pièces qu'on peut trouver longues ou plates. Puis, mais le dîner de con, pour vrai, ça se peut pas que tu trouves ça long et plate. Ça se peut pas que tu t'ennuies. C'est le classique du cinéma français. C'est une des meilleures comédies. C'est un chef-d'œuvre de comédie. Pour moi, c'est au même niveau que les meilleures pièces de Molière. Là, c'est juste que ça a été écrit dans les années 90, je pense. Fait que c'est pas devenu un classique comme Molière, mais c'est aussi bon. Oh, même mieux, peut-être. Ben, tu peux dire ça, il est mort. Ben, je pense. Oui, je pense qu'il ne le prendra pas personnel. Il le prendra. Je pense que ça devrait être correct. Laurent, il me reste un segment. Ben et on on va le commencer avec une question d'une de tes amies. Oh! Ah, regarde ça! Allô, Laurent! Stressé de me voir, hein? Ben, plutôt surpris. Pas stressé, parce que maintenant, le Laurent d'Amérique n'est pas stressé lorsqu'une petite binette comme ça s'affiche devant lui. Pourquoi? Ben, parce que tout le monde l'aime, Laurent. Hein? Tout ce qui touche vire en or. Il est gentil, le bon Laurent. Il a du talent, le bon Laurent. Comme tu peux voir, on m'a demandé de parler de toi. C'est comme si tu le faisais passer dans tes shows. En fait, on m'a demandé de raconter une anecdote. Oh, Caroline! J'en ai pas. Non. Mais je possède une partie sombre de ton existence. Oui, parce que vous savez peut-être pas, mais notre Laurent a déjà joué dans un flop. Ah! Et si vous le regardez comme faut, checkez-y l'œil du gars là, qui a l'air de dire « ça va m'en prendre plus pour me déstabiliser ». C'est quasiment baveux. Mais ça l'est pas. Ben non, parce que Laurent, lui, il a fait les bons choix, notre Laurent d'Amérique. Ben oui, il voulait faire de la télé, il a étudié en humour, en théâtre, il a fait de ce flop un tremplin. Moi, je ne suis pas le sujet de cette anecdote. Ben c'est ça, Laurent. Hein, tu veux te moquer de lui, puis c'est toi qui se ridiculise à côté. Je t'embrasse. Caroline, qui est une formidable actrice, on s'est connus de la série Radio. Y a-t-il quelqu'un qui se rappelle de la série Radio? C'est une série qui a duré une saison. Ça a passé dans le beurre, mais on avait des cotes d'écoute autour du 1 million, quand même. Mais à l'époque, c'était normal, ces cotes d'écoute-là, c'est niaiseux à dire, là, mais à l'époque, c'était pas si extraordinaire, mais on avait quand même 1 million de cotes d'écoute. Il y avait moins d'offres un peu. C'est juste que la série faisait plus parler d'elle à cause de Raymond Bouchard qui avait une perruque, puis tout le monde riait de sa perruque. Fait que ça a plus fait parler de la perruque de Raymond Bouchard que de la série comme telle. Puis Caroline, on s'est connus sur ce tournage-là, puis on s'est comme croisés à l'occasion par après sur des plateaux, sur des trucs qui ont rapport au métier, puis on est devenus des très bons amis.
On s'apprécie beaucoup. Elle donne des cours de théâtre, des cours de jeu pour les gens qui veulent apprendre à jouer, qui veulent devenir acteurs. C'est pour des gens qui sont des amateurs. Mais, et puis, c'est une fille formidable. Puis ça, c'est le rôle qu'on a vu. J'ai l'air d'un technicien de radio. C'était dans la série radio, je faisais le technicien. Puis j'étais dans tous les épisodes. Sauf que mes répliques à moi, c'était genre « OK, stand-by 30 secondes. » Fait que dans l'émission d'1 heure, tu me voyais tout le temps un peu. Mais tu m'entendais à peu près jamais. Puis quand tu m'entendais, c'était « OK, attention, on rentre en onde dans 2 minutes. » C'était ça mes répliques. C'est tout. Fait qu'après ça, quand je croisais Luc Guérin, le comédien qui jouait dans la pièce avec moi, et bien, pas dans la pièce, mais dans la série, il riait de moi tout le temps, à cause de ça. Il dit « Ah, dis-moi une réplique, là. Ah, dis-moi stand-by dans 30 secondes. Ah ouais, dis-moi stand-by dans 30 secondes. » Je disais « Stand-by 30 secondes. » Oh non, à un moment donné, je dis « J'ai le maire, ça à 2. » Ça, j'ai pas eu de Gémeaux. Ça, je l'ai jamais compris. Ben, je le comprends pas non plus. D'ailleurs, tu parles du maire. Tu as déjà joué aussi, l'ancien maire de Montréal. Denis Coderre. On peut voir la photo. Ah, ouais. Ah, ouais, puis ça, c'est le dernier bye-bye que j'ai fait. Et il avait perdu les postiches. J'avais une petite postiche pour le nez aussi. Mais oui, c'est ça. C'est Denis, le beau Denis, que j'ai joué pendant 4 bye-bye quand même. Ben, tout son mandat. J'ai été le premier à faire Denis Coderre dans un bye-bye. Fait que les gens il y a des gens qui me disaient « Chris, quand je pense à Denis Coderre, c'est toi que je vois. » Patrice Lécuyer m'avait dit ça. Il dit « Tu sais que quand je pense à Denis Coderre, je vois pas Denis Coderre. Hein? C'est toi que je vois dans le bye-bye. » Parce que les gens ne suivent pas tant la politique municipale non plus. Puis quand tu habites à Rimouski ou en Abitibi, tu connais Denis Coderre, mais pas tant que ça. Fait que pour beaucoup de gens, il y a des gens qui m'ont vu en Denis Coderre, plus souvent qu'ils ont vu Denis Coderre en Denis Coderre. Fait que, mais moi, j'étais bien fier de ça. J'étais bien fier de ça. Je dis, tu sais, Jean-Guy Moreau a fait le maire drapeau pendant des siècles. Ben moi, c'était Denis Coderre. Je l'ai même fait dans un gala comédia l'année passée où je faisais Denis Coderre qui voulait devenir maire de Québec. C'était très drôle parce que les gens étaient semi-contents de me voir rentrer parce qu'ils m'ont présenté comme Denis Coderre. T'as-tu été hué? Non, mais quand j'ai fait le show du 375e de Montréal, j'ai fait un discours en tant que Denis Coderre et ils m'ont présenté en disant « Mesdames, Messieurs, le maire de Montréal, Denis Coderre. » Il était maire encore à l'époque. Puis, je suis rentré sur scène, man, il y avait des huées et des applaudissements polis. Puis là, il y avait des écrans géants de chaque côté de la scène. On était au Centre Bell, là, c'était un gros show pour le 375e. Et là, quand les caméras se sont allumées en gros plan sur ma face, t'as tout le Centre Bell en même temps qui a fait « Ah, OK! » C'était comme « Ah! » Fait que là, les gens se sont mis à rire, puis ils se sont mis à applaudir, mais sur le coup, je suis rentré sur des huées. Mais c'était comme un soulagement. Puis à Québec aussi, même chose. Même après, j'ai fait « Fuck! » J'aurais peut-être dû leur dire « Pouvez-vous dire que c'est pas le vrai maire? Trouver une façon... » Mais j'y ai pas pensé. Fait que quand je suis rentré, tu sais, tu rentres sur scène puis tu es habitué d'avoir des « Wouh! » Puis là, je suis rentré sur scène puis c'était vraiment... Applaudissements polis, le maire Coderre, parce qu'ils m'ont présenté en disant il s'est lancé en politique fédérale, au municipal, bientôt au provincial. C'est une question de temps avant qu'il se lance en humour. Voici Denis Coderre. Mais ça avait l'air d'une présentation pour le vrai Denis Coderre. Fait que, ouais, je suis rentré sur des huées et des applaudissements polis. Ben, comme là, à peu près. C'est très downer. Oui, mais il y a un autre personnage que tu as joué au bye-bye, puis j'imagine que si tu étais déguisé en elle, tu rentrerais sur la plus grosse clap ever, c'est Céline Dion. Céline Dion. Regarde, ça, c'est beau. On dirait que le monde n'y croit pas. Non, mais c'est un des sketchs les plus niaiseux que j'ai fait, mais c'est un de ceux dont je me suis fait le plus parler. Parce qu'il y avait comme une guerre, parce que Véronique Claveau rentrait dans l'équipe du bye-bye, elle était nouvelle. Puis elle faisait Céline Dion déjà depuis des années dans les revues et corrigées au rideau vert. Sauf que c'est Joël qui faisait Céline Dion depuis quelques années dans les bye-bye. Fait qu'ils ont dit, on va faire un sketch où c'est la guerre entre toi et moi, parce que les deux, on prétend être la vraie Céline Dion du bye-bye.
Puis moi, je rentrais comme 3e avec mon espèce de menton tout croche, la barbe même pas faite. Puis tout ce que je faisais dire, c'est... je me rappelle même plus, je disais, hey, dire que j'ai pratiqué ça toute l'année pour rien, parce que finalement, on n'allait pas parler de Céline dans le bye-bye parce qu'elle n'avait rien fait. Puis je disais, regarde, maman, je fais du ski nautique. Pourquoi c'est la phrase, hein? C'est tout le temps la phrase que le monde prenne. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ça, puis take a kayak. Take a kayak. Take a kayak, Regarde, c'est ça. maman, je fais du ski nautique. J'imitais, en fait, Joël qui imitait Céline. Oh, oui, c'est ça. Je vais te nommer des personnages que tu as faits, puis j'ai une question par rapport à ça. Ouais. Tu as joué dans la série Le Bonheur. Tu faisais le directeur blasé. D'ailleurs, moi, j'ai adoré tous les bouts que vous étiez avec toi. Ah, j'aimais ça, faire moi, ça, là. j'ai capoté avec ma copine, on écoutait ça. Puis c'était nos segments préférés. C'est pas parce que tu es là. Non, mais c'est un beau personnage parce que c'est comme un personnage complètement désemparé, sur les médicaments à côté, toujours au bord du burn-out. Il fume dans une espèce de pipe chez eux, il est drogué. Et quand il est chez eux, dans son appartement, il se recueille devant un tableau qui représente un prof qui massacre ses étudiants à mitraillette, tu sais. Puis lui, il dit « Ah, je regarde ça, puis ça me calme, ça m'apaise. » Tu sais, sinon, j'aurais peut-être fait des conneries si j'avais pas ce tableau-là. Puis tout ce que mon personnage disait avait pas de crise de bon sens. C'était François Havard qui écrivait... C'est François Havard et Daniel Gagnon qui ont écrit la série. Puis chaque fois que mon personnage disait de quoi, j'étais content de dire ça parce que je trouvais ça drôle. Tu sais, il n'y avait pas de réplique plate. Tu sais, moi, j'ai joué des affaires des fois dans des films où je disais juste des phrases. Tu sais, là, je parlais de la série radio, mais tu sais, j'en ai fait des phrases de même. Hey, stand by 30 secondes, puis tu fais, pourquoi vous m'avez demandé à moi de venir faire ça? C'est sans intérêt. Tandis que là, j'avais l'impression que chaque réplique que j'avais, c'était jouissif de dire ça, tu sais. Puis justement, ton personnage était blasé. Moi, je voulais savoir, dans ton métier, qu'est-ce qui te blase? Hey, pas grand-chose. Je ne suis pas blasé, moi. Je suis encore... en fait, aussi, je suis chanceux parce que je fais à peu près jamais la même affaire. Tu sais, les gens disent, ah, vous faites le même show pendant 3 ans. Oui, mais 3 ans, c'est rien. Quelqu'un qui visse des boulons dans une usine pendant 40 ans, c'est plus difficile. Moi, c'est pas difficile faire la même chose pendant 3 ans. Surtout qu'à chaque fois que je le fais, c'est devant du monde différent, puis le monde rit. Le gars qui visse des boulons, il n'est pas applaudi, tu comprends-tu? Moi, je suis applaudi, fait que... ça dépend, Je me suis jamais blasé de mes projets, de mes shows. C'est jamais arrivé qu'à la fin de ma tournée, je me suis dit, Chris, il était temps que ça finisse. C'est jamais arrivé. Puis même, c'est l'inverse. Quand je sais qu'il me reste, mettons, 10 shows, je fais le décompte dans ma tête, puis je me dis, OK, mes 10 derniers shows, il faut que ça soit mémorable. Fait que là, je me donne comme un fou pour que chacun de mes 10 derniers shows soit les meilleurs shows de la tournée. Fait que... C'est chiant pour les premiers. Qu'est-ce qui me blase? Oui, c'est chiant pour les premiers. Non, mais moi, je me dépense. Je me donne tout le temps. Si je sors de scène, j'ai toujours sué à peu près 4 gallons d'eau. Mais ce qui va me blaser, c'est le monde blasé. Ça me tanne de voir des gens qui n'ont pas l'air plus heureux que ça de faire ce qu'ils font dans la vie. Tu sais, dans le temps que j'animais des galas juste pour rire, mettons, puis on faisait le gala 2 soirs de fil, 2 shows par soir. Donc, ça faisait 4 fois le même gala. Puis là, je parlais à un humoriste, tu sais, qui faisait ça depuis plusieurs années quand même. Puis, je disais, j'aimerais ça que tu fasses mon gala, tu sais. Puis il dit, ouais, OK, ça me tente, mais là, ça a l'air, il faut le faire 4 fois, c'est ça. Il faut faire ça 4 fois. Puis dans ma tête, je me disais, ben Chris, 4 fois, tu fais 10 minutes, câlisse, 4 fois. Tu sais, tu fais 4 fois le métier que t'aimes pendant 10 minutes, tu sais, 2 fois par soir, tu sais, c'est 40 minutes de job étalé sur 2 jours. Tu sais, Chris, ça se peut pas que tu sois blasé à ce point-là. Moi, des fois, ça me tannait un peu. Quelqu'un qui arrive à la dernière minute parce qu'il se dit « Ah, non, les tests de son, je vais être obligé de me taper des tests de son. » Puis là, tu fais « Ben oui, mais le test de son, c'est juste normal, il me semble. » Voyons, si, ça fait partie de la job. Moi, c'est ça. Je le vois des gens qui sont blasés, et ça me tanne. Je suis blasé des gens blasés. Tu as joué dans Les Tétons une fois, les Boys. Ouais. Tu joues le père de Fern. Le père de Fern. J'ai 2 questions. Est-ce que ça a été dur pour toi de remplacer Paul Oud? Parce que Paul Oud avait comme quitté un peu Oui, j'imagine que c'est lui qui aurait joué le rôle. Le rôle, parce que les autres, c'était tous les acteurs. Fait que j'avais cette question-là.
Et on sait que Fern, puis le père de Fern, était reconnu pour être cheap. Je voulais savoir le gag le plus cheap que tu soit t'as dit ou que tu as entendu. Le gag le plus cheap Ouais. que j'ai dit ou entendu? Dit entendu. Et est-ce que c'était dur de chausser les souliers de Paul Hood? Je jouais le rôle du père de Paul Hood, en Oui, fait, c'est ça. de Que Fernand. Paul aurait sûrement joué. Mais ils m'ont pas demandé de faire comme si j'étais Paul Hood. Fait que je faisais pas une parodie de Paul Hood en jouant son père. Je jouais comme je joue là, un peu plus mononcle un peu. À un moment donné, je faisais le Père Noël. J'étais déguisé en Père Noël, puis je donnais des cadeaux à mon fils dans un petit party Fernand. de Noël, T'as tu sais, mon petit le Fernand. petit Fernand. Mais même lui, le jeune Fernand, je jouais pas une parodie de Non, Paul non, Hood non non. plus, tu sais. Fait que, mais ça, c'était un tout petit rôle. Joke cheap, j'en ai pas une, mais c'est sûr que quand on faisait Piment Fort, il y a des gags que j'ai dû dire qu'aujourd'hui, je me dirais « Ah, c'est cheap ». Parce que c'est du fast-food, c'est vite fait. Tu as besoin d'une joke pour dire qu'un tel est cave ou tu as besoin de donner un exemple de quelqu'un d'épais. Fait que tu sors un nom d'un artiste ou d'une artiste, puis la joke, c'est le nom de l'artiste. Puis ça, on l'a fait. Puis ça, c'est cheap, je trouve. Mais c'est surtout facile. C'est surtout... c'était paresseux, mettons. Puis il y a des gags que je sais que je ne referai plus. C'est sûr. J'ai fait un gag que je ne savais pas que ça faisait de la peine à ce point-là. Dans mon numéro pour enfants, j'avais un gag sur Carmen Campagne. Puis, moi, dans ma tête, Carmen Campagne, c'était la grande star des enfants. Tout le monde, tous les enfants, elle faisait des shows, elle vendait des albums, elle faisait des shows, il y avait des 400 enfants qui se garrochaient dans ses pattes à la fin de la représentation. Puis moi, dans ma tête, à moi, c'était absurde de penser qu'elle n'aime pas les enfants. Fait que moi, ma joke, c'était, je dis, je suis comme Carmen Campagne, masculin. La différence, c'est que moi, j'aime les enfants. Mais moi, je pensais pas qu'elle aimait pas les enfants. Je disais pas ça pour ça. Dans ma tête, c'était juste absurde. Tu sais, tu comprends-tu? C'est comme si j'avais dit, totalement. je suis comme Charles Tisser. La différence, c'est que moi, j'ai fini mon secondaire. Tu sais, tu comprends? Pour moi, c'était ça. C'était la même chose. Mais elle, je pense que les gens ont pensé qu'elle aimait vraiment pas les enfants. Puis je connais son attaché de presse qui travaillait avec elle, m'avait dit dans un meeting que Carmen Campagne avait pleuré parce que elle avait entendu que des gens disaient qu'elle n'aimait pas les enfants. Puis elle disait, mais comment ça se fait que les gens disent que j'aime pas les enfants? Puis elle, ça l'a vraiment blessée. Puis je ne sais pas si c'est à cause de mon gag, mais je me suis dit après, ben c'est peut-être un peu à cause de mon gag. Mais vois-tu, pour vrai, cette rumeur-là, je l'avais entendu qu'elle n'aimait pas les enfants. Oui, mais moi, je pense que... Oui, des gens m'ont dit ça après. « Hey, c'est drôle ton gag parce que moi, ça a l'air... Oui, je le sais, moi, elle n'aime pas les enfants. » Mais moi, je pense que c'est pas vrai. Mais c'est ça, je pense que ça vient de c'est toi. parce qu'il y a des parents qui pensent que... Tu sais, elle finissait son show, puis il y avait 400 enfants qui se garrochaient sur elle parce qu'ils l'aimaient. Ah, je sais, j'en ai fait qu'à un partie. moment donné, tu es obligé de dire au monde « je ne peux pas », puis là, tu es obligé de créer une distance. Puis le parent qui veut une photo de sa petite avec Carmen Campagne, puis là, elle se fait dire non, c'est « Ah, ben, on le sait bien, asti, hein? On a payé des billets, là, elle a eu notre argent, puis là, elle ne veut plus rien savoir. » Fait que je pense qu'elle a été un peu victime de son succès. Puis moi, je pense qu'elle a été jugée plus sévèrement qu'elle le méritait. Bien, 100%, moi, ça a été le premier show que j'ai vu de ma vie. Puis, T'étais de l'âge d'être tout petit à ce moment-là. Oui, Là. imagine, non, j'avais 16 ans, mettons. J'en avais 25, moi, peut-être. Fait que, non, mais j'étais vraiment petit, puis la plupart étaient déguisés en vache en avant. Tu sais, on venait d'un village, là, tu sais, fait que je pense qu'on avait peut-être même amené des vaches. C'était dans l'église, nous autres. Ah oui, OK. Tu sais, c'est un show de village, là, tu sais. Laurent, il me reste une question. Tu as joué dans la série Je t'aime, que toi-même t'as écrit. Que j'ai écrit au complet. Que tu as écrit au complet, que tu joues dedans, qui est disponible encore. C'est surtout .tv, mais je pense qu'il faut avoir l'extra. Oui. Ouais, J'ai vu des extraits parce que je suis pauvre. Ben moi, c'est une de mes déceptions parce que moi, je l'aimais beaucoup, cette petite série-là. Mais quand tu fais du web, tu ne sais pas si ça va devenir viral et que ça va marcher à plein ou si ça va passer carrément dans le vide. Moi, je pense être peut-être un peu entre les deux, là, mais c'était surtout .tv, l'extra. Fait que je pense que la série n'a pas été vue par beaucoup de monde,
Ben, c'est des petits sketchs courts, des scènes de couple. Moi et Geneviève Allary, une comédienne avec qui j'avais déjà travaillé, puis je l'adorais, puis je voulais jouer avec elle. Puis le concept, ça s'appelait « Je t'aime » parce que dans chacune des capsules, il fallait qu'à un moment donné, à quelque part, un des deux personnages dise à l'autre « Je t'aime ». Puis c'était comme un genre de feel-good série, mais humoristique. Puis bon, j'ai tellement aimé faire ça, puis je trouve ça tellement triste de me dire, Caroline, que ça n'a pas été vu. Ben justement, je te dis pas qu'il y a plus de monde qui vont l'avoir à cause qu'ils écoutent l'épisode dans ce Ben, moment, si mais vous peut-être! Ben non, mais il y a sûrement des gens qui ont l'extra puis qui savent même pas que ça existe. Fait que si jamais ça vous tente d'aller voir ça, ça s'écoute vraiment vite. Hey, je dis, j'ai écrit ça tout seul. Ben oui, mais c'était 10 épisodes assez courts. C'était des 5-6 minutes. Chaque épisode, c'était 3 petits sketchs de scènes un peu absurdes de 2 parents qui doivent gérer 2 enfants. Puis c'était un croisement entre un gars et une fille, les parents. Il y avait quelque chose d'un peu absurde aussi, un peu, qui me faisait penser peut-être un peu aux appendices ou un peu à Like Moi. Il y avait quelque chose d'un peu pété là-dedans quand même. Mais justement, tu sais, moi, je trouve parce que c'est une belle morale de se dire « je t'aime ». Tu sais, je sais que tu as dit aussi que c'est un des mots que tu n'avais pas pu dire à ton père, tu sais, que... Ouais. Fait que je trouve ça beau que tu aies fait une série là-dessus, tu sais. Puis je trouve ça important de se le dire. Souvent, les gens qui le disent pas, c'est parce qu'ils se le sont pas fait dire. Nous autres, on disait pas ça chez nous. Je t'aime, je suis pas sûr que ça s'est déjà prononcé dans ma maison. Je me rappelle même pas d'avoir entendu mes parents dire entre eux, je t'aime. Peut-être qu'ils se le sont dit, mais j'ai aucun souvenir de ça. Puis moi, je le dis à tous les jours à ma blonde puis mes enfants. Puis je le dis à des amis aussi. Je le trouve tellement... Puis je sais que des gens vont dire « Ah, l'important, c'est quand tu le sais. Moi, mes parents, ils ne nous le disaient pas, mais on le savait. Puis tant mieux. Mais moi, je pense quand même que c'est bien de le verbaliser. » Merci. Ben oui! Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai. Moi, je voulais savoir si tu avais le droit à un dernier « je t'aime », il t'en reste juste un. Ouais. À qui tu le donnes? Hey, là, des fois, il y a des vraies questions à pas de temps perdre. Là. Pas juste des questions niaiseuses. Le dernier... Ton dernier « je t'aime », tu le dis à qui? Il faudrait que ce soit à mes enfants. Il faudrait que ce soit à mes enfants. Fait que ça serait « je vous aime » ou je leur dirais séparément un après l'autre. Moi, j'aurais espéré peut-être à moi, mais... Ben, espère, man. L'espoir, c'est ce qui tient l'homme. Mais, ouais, c'est une phrase importante à dire, tu sais. Il y a des gens ils vont en thérapie, puis ils disent « Ah, mais je repense à mes parents. » Puis avec le recul, je me dis « Ils nous aimaient. C'est juste que... » Mais tu fais « Oui, mais ça t'a pris 30 ans pour te dire que tes parents t'aimaient. » Puis là, il y a toujours quelqu'un qui te dit « Oui, mais t'aimes-tu mieux un parent qui le dit pas, mais qui te le montre, qu'un parent qui dit qu'il t'aime, mais qui te frappe, tu sais? » Je fais « Rien, on calisse. C'est ça les deux. C'est ça les deux choix qu'on a. » Moi, je te dirais, quelqu'un qui te le montre puis qui te le dit, ça se peut-tu, ça? Moi, je sais. 100%. Oui, voilà. Puis, je ne veux pas étirer ça inutilement, mais après la série « Je t'aime », il y a une madame qui avait commenté en dessous d'une des affaires où je parlais de cette série-là, qui disait « à un moment donné, là, trop de « je t'aime », à un moment donné, ça ne veut plus rien dire. » Puis là, moi, j'ai fait « Non, madame, si pour vous, ça ne veut plus rien dire, c'est parce que c'est pas sincère. » Je dis, moi, là, dans chaque sketch, il y a un des personnages qui dit à l'autre « je t'aime » et à chaque fois, c'est sincère. Fait que c'est jamais « à un moment donné, ça ne veut plus rien dire. » Non, c'est parce que toi, peut-être quand tu le dis, ça ne veut rien dire. Peut-être que tu ne te l'as pas fait dire assez. Je ne sais pas. Mais quand c'est sincère, c'est jamais trop. Je suis bien d'accord avec toi. Laurent, ben oui, applaudis. Laurent, sincèrement. Merci beaucoup, tout le monde. Mais non, mais c'est important de... Laurent, ça faisait 1 an que j'avais pas fait d'entrevue devant le public, puis pour vrai, j'aurais pas pu... T'avais pas l'air trop rouillé. Non, mais merci. Hey, puis ça, je dis ça, c'est la première entrevue que je fais sans mes lunettes. Je suis arrivé ici, j'ai fait tabarnak, sont en haut mes lunettes. Je voyais rien sur ma calice de feuilles. Fait que juste ça, pour vrai, au lieu de dire « Hey, on va arrêter le show », comme Laurent a fait, lui, il se dit « On va arrêter le show, parce que j'ai un malaise. » Moi, je suis une diva, moi. Non, mais sincèrement, merci Laurent, puis je vais dire « Je t'aime, Laurent ». Merci, je t'aime. Bienvenue. Merci. Laurent Paquin, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Laurent Paquin.